Nous allons nous promener aujourd'hui dans la vie et dans l'œuvre de deux artistes peintres du XIXe siècle, deux femmes, Berthe Morisot et Rosa Bonheur. Et je vous propose donc un itinéraire sur ce thème, deux femmes, deux peintres, deux peintures. Il m'a semblé qu'il pouvait être intéressant néanmoins de porter sur la peinture du XIXe siècle un regard et de choisir le point de vue de ces deux femmes qui ont un parcours relativement voisin. Elles sont aujourd'hui célèbres, surtout Berthe Morisot. Elle l'était au XIXe siècle, surtout Rosa Bonheur, et elle ne l'était pas du tout, ni l'une ni l'autre, au XXe siècle. Donc il y a une sorte de passage à vide, une sorte de traversée du désert et une réapparition, je n'ose pas dire une résurrection, dans la période récente. C'est là un phénomène assez intéressant de voir cette évolution parallèle. Donc, je vous propose tout simplement le cheminement qui est indiqué par le sous-titre Deux femmes, deux peintres, deux peintures. Et je procéderai méthodiquement en rapprochant Rosa Bonheur et Berthe Morisot selon ces différents thèmes. Donc, Rosa Bonheur et Berthe Morisot, deux femmes vivant à peu près au même moment. Il y a une petite génération d'écart entre Berthe Morisot et Rosa Bonheur étant l'aînée, Berthe Morisot la cadette. Et elles vivent donc, comme vous voyez, elles vont produire, elles vont travailler pendant essentiellement la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, je vous suggère donc de considérer ces deux personnes sous l'angle de leur milieu d'origine, sous l'angle de leur apprentissage, essayer de voir comment elles sont devenues des peintres. Alors, si on considère le milieu d'origine de Rosa Bonheur, on peut dire qu'elle est née à Bordeaux en 1822, que son père était un peintre qui était un petit peu connu pour ses talents en matière de portraits et de paysages. C'était un professeur de dessin pour ce qui concerne les aspects strictement matériels. Et ce père de Rosa Bonheur, qui s'appelait Raymond Bonheur, Bonheur c'est son véritable nom en fait, hein. Raymond Bonheur, donc, qui est à Bordeaux dans la deuxième moitié des années 1820, a l'occasion d'évoluer autour d'un peintre qui vit à Bordeaux à l'époque, qui termine sa vie à Bordeaux. Il s'agit de Goya. Goya, pour diverses raisons compliquées, séjourne à Bordeaux jusqu'à sa mort en 1826. Et Raymond Bonheur est un ami, enfin peut-être pas un ami proche, mais enfin il est un familier de Goya. Donc c'est dans cette atmosphère-là que naît Rosa Bonheur en 1822. Elle a connu Goya, si on veut, mais enfin en tant qu'enfant fort jeune. Ensuite, la famille Bonheur va s'installer à Paris parce que Raymond Bonheur, le père, donc, est sans doute un peintre, mais c'est aussi quelqu'un qui est sensible aux idées du temps et il est saint-simonien. Il va donc s'installer au ce qu'on pourrait appeler le couvent saint-simonien du boulevard de Ménilmontant à Paris. Et cela signifie pour la famille Bonheur, pour la fratrie Bonheur, voilà une photographie qui montre, qui est très postérieure à la période dont on parle, mais une photographie qui montre Rosa Bonheur, qui est l'aînée, et c'est sa sœur et ses deux frères. Donc, le séjour à Bordeaux était un séjour relativement agréable. La famille vivait dans une certaine aisance, mais à Paris, au contraire, c'est un séjour difficile où on vit dans la gêne et dans une sorte de pauvreté dont Rosa Bonheur va mettre un point d'honneur à essayer de se sortir par le biais du travail, par le biais de la peinture. Alors, donc une origine assez modeste au fond. Alors que pour Berthe Morisot, c'est tout à fait différent. Berthe Morisot naît à Bourges en 1841, au début de l'année 1841. Elle est la fille du préfet du département du Cher. Le préfet Morisot est aux fonctions dans le département du Cher lorsque sa fille naît donc en 1841. Le préfet Morisot a été au préalable sous-préfet dans le département du Nord. Les deux sœurs aînées de Berthe Morisot sont nées à Valenciennes. Il est préfet du Cher donc au début de 1841. Dans le courant de l'année, il est transféré dans la Haute-Vienne et c'est là qu'il va être portraituré, comme vous le voyez. Puis par la suite, il sera préfet de l'Ille-et-Vilaine et préfet du Calvados. Ceci jusqu'en 1851, c'est-à-dire sous la Deuxième République. Le préfet Morisot est l'un des piliers de la
monarchie de Juillet sur le plan de la haute administration, mais sous la Deuxième République, évidemment, sa carrière est plus difficile à mener. En 1851, il est purement et simplement révoqué par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Mis à la retraite avec pension, mais enfin, révoqué quand même. Donc il va lui falloir trouver une autre activité et il sera donc, conseiller à la Cour des comptes qui siège à ce moment-là, au palais d'Orsay, sur la rive gauche, de la Seine. Ce qui fait que la famille, Morizot, qui a vécu à, Bourges, qui a vécu à Limoges et puis dans les autres préfectures que, le préfet Morizot a visitées, cette famille Morizot donc se retrouve à Paris, s'installe à Paris, vit à Paris et va, s'introduire, si l'on peut dire, dans les réseaux de sociabilité, parisiens. Madame Morizot, mère, va tenir salon, elle va, recevoir, des familiers. Il y aura des artistes qui vont fréquenter le salon des Morizot et c'est dans cette atmosphère que, naît donc, Berthe Morizot que l'on voit ici représentée par sa sœur, une atmosphère donc où on croise des gens comme Degas, des gens comme Corot, d'autres artistes peintres qui fréquentent le salon de la famille. Donc un milieu d'origine très différent de celui de Rosa Bonheur. Tout sépare en fait, a priori, les deux femmes. Jetons un œil sur le mode de vie qu'elles ont eu durant leur existence. Là aussi, on va voir qu'il y a de grandes différences. Hem, pour prendre le cas de Rosa Bonheur, on peut dire qu'elle est fille de professeur de dessin, elle est professeure de dessin, elle est, fille de peintre, elle est peintre, mais contrairement à son père, si l'on peut dire, sa peinture, dans les années 1840, c'est une peinture que l'on connaît, c'est une peinture que l'on apprécie, c'est une peinture que l'on achète et que l'on achète à un bon prix. Si bien que, Rosa Bonheur réussit, dans ses premières années d'adulte, elle réussit à vivre de sa peinture, ce qui est pour tout artiste peintre une sorte de performance. Eh bien, elle le peut donc, et c'est ce qui lui permet d'acheter en 1860 la demeure que vous voyez là. On se trouve près de Fontainebleau en fait. Et donc, dans cette demeure qu'elle achète et qui est pourvue d'un très vaste parc, elle va entretenir ce qu'on pourrait appeler une ménagerie. Il y aura des animaux autour d'elle, alors des animaux comme des chevaux, des moutons, des chèvres sans doute, mais des animaux aussi comme des lions, des gazelles. Donc toutes sortes d'animaux dans le parc du château de By. Et ce sont ces animaux que Rosa Bonheur va représenter, va peindre, va dessiner toute sa vie, au fond. Et dans ce château de By, château, c'est un terme un petit peu, ambitieux peut-être, mais enfin dans c'est l'usage qui fait que l'on utilise ce mot. Dans ce château de By, elle s'aménage un atelier que vous voyez là, qui a été reconstitué par les actuels propriétaires de la bâtisse. Un atelier donc bien éclairé où elle peut composer ses peintures, où elle peut travailler et où elle peut recevoir à plusieurs reprises la visite d'une voisine. La voisine qui réside à Fontainebleau, c'est l'impératrice Eugénie. L'impératrice Eugénie vient voir Rosa Bonheur, qui à ses yeux est une femme, mais aussi une artiste peintre, une peintre femme. Et cela, aux yeux de l'impératrice, c'est quelque chose d'important qu'elle tient à souligner, qu'elle tient à valoriser par sa présence et aussi en décernant à Rosa Bonheur, comme le montre le Moniteur universel, donc le journal officiel de l'époque, en 1865, lui est décerné la décoration de chevalier de la Légion d'honneur. Rosa Bonheur est la première artiste en France à recevoir la Légion d'honneur. Ce n'est que la neuvième femme depuis le début du XIXe siècle. Et donc, c'est une marque honorifique tout à fait importante que l'impératrice Eugénie vient lui remettre personnellement en juin 1865. Par la suite, Rosa Bonheur sera même officier de la Légion d'honneur, chevalier, puis officier de la Légion d'honneur. Ce qui veut dire qu'à sa mort, elle aurait pu éventuellement, au moment de ses funérailles, recevoir des honneurs militaires en tant qu'officier de la Légion d'honneur, mais Rosa Bonheur avait pris la précaution de décliner ces honneurs militaires par avance. Évidemment, rien de tel chez Berthe Morisot. Si Berthe Morisot a une position visible dans sa jeunesse, c'est en tant que membre d'une famille. Rosa Bonheur a une famille, on l'a vu, deux frères et une sœur.
On ne sait pas trop quelles sont les relations qu'elle pouvait entretenir avec son frère et avec sa sœur et ses frères, mais la famille de Rosa Bonheur n'est pas visible dans sa peinture. Rosa Bonheur peint des animaux. En revanche, la famille de Berthe Morisot est visible dans sa peinture. Berthe Morisot a un frère qu'on voit très peu, un frère très jeune, et elle a surtout deux sœurs aînées. Ce sont elles qui sont nées à Valenciennes. La première, la plus âgée, donc, porte le rare prénom de Yves, Yves Morisot, qui est donc la sœur aînée de Berthe, et qui sera par la suite connue sous le nom de Madame Gobillard. Et une autre sœur aînée, un petit peu plus jeune, donc, c'est celle que l'on voit là, Edma Morisot, qui est par la suite Madame Pontillon, et qui apparaît souvent dans les toiles de sa sœur. Et les enfants des deux sœurs, donc les neveux et nièces de Berthe Morisot, apparaissent souvent aussi dans la peinture de Berthe Morisot. Donc un milieu familial très important, c'est évidemment tout à fait essentiel dans la vie de Berthe Morisot. Le château de By est essentiel dans la vie de Rosa Bonheur, mais la famille est importante dans la vie de Berthe Morisot. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre donc le- le mode de vie de Berthe Morisot. C'est une vie de famille. Et en 1874, cela est renforcé par le mariage de Berthe Morisot avec euh, Eugène Manet. Eugène Manet que l'on voit là, qui est un petit peu peintre, enfin c'est surtout un rentier. Il y a des rentiers au XIXe siècle, Eugène Manet en est un. Et donc Eugène Manet va être le supporter, on pourrait dire, de sa femme en tant que peintre, de même qu'il est le supporter de son frère en tant que peintre. Eugène Manet est le frère cadet d'Édouard Manet, et donc, Édouard Manet se trouve être le beau-frère de ce fait de Berthe Morisot. Et c'est aussi un élément important. Dans la famille, il y a des personnages qui ont une notoriété réelle déjà en 1870 ou 1874. Euh, Édouard Manet va choisir sa belle-sœur comme modèle. Il y a une bonne douzaine de portraits de Berthe Morisot par Édouard Manet. Celui qu'on voit là, c'est le dernier en date, qui est réalisé en 1874. Une fois que Berthe Morisot est l'épouse d'Eugène Manet, elle cesse d'être le modèle d'Édouard Manet, le modèle quand elle n'est pas mariée. Pour des raisons de convenance, une femme mariée ne pose pas devant un peintre, fût-il son beau-frère. Donc ici, dernier portrait de Berthe Morisot par Édouard Manet. On la voit vêtue de noir. Elle est en deuil. Le père de Berthe, donc le préfet Morisot, est mort en janvier 1874. Elle est en deuil, mais elle est sur le point de se marier avec Eugène Manet. On voit que la main gauche de Berthe Morisot présente ostensiblement une bague de fiançailles. Donc un portrait tout à fait intéressant, un portrait charnière dans la carrière de Berthe Morisot, modèle devenue belle-sœur, et cessant de ce fait d'être modèle. Berthe Morisot était représentée par d'autres peintres, en particulier Auguste Renoir. Voilà un portrait qui est réalisé à la fin de la vie de Berthe Morisot, qui meurt en 1895. C'est un très beau portrait de Berthe Morisot avec sa fille Julie, donc la fille d'Eugène Manet. Et on va le voir, Julie Manet joue un rôle très important dans la survie de l'œuvre de sa mère. Donc, un mode de vie très différent pour Berthe Morisot et pour Rosa Bonheur. Et pourtant, il y a un point commun entre les deux artistes, c'est que on peut dire qu'elles se rejoignent dans une certaine forme de rébellion. Rébellion pour Rosa Bonheur que l'on peut présenter de la façon suivante, à partir de ce document qui est une permission de travestissement. Rosa Bonheur porte le pantalon. Elle vit en pantalon, si l'on peut dire, ce qui est une rareté au XIXe siècle. Depuis une ordonnance de 1800, si une femme porte le pantalon, elle doit obtenir une autorisation du préfet, et à Paris, du préfet de police. Autorisation que Rosa Bonheur sollicite et obtient. Elle l'obtient et elle la fait renouveler périodiquement, puisque l'autorisation doit être renouvelée tous les 6 mois. Les raisons invoquées, comme on le lit sur le document, c'est ici la raison de santé. Quelle raison de santé? Il y a un certificat médical, raison de santé pour porter le pantalon. Bon. Mais Rosa Bonheur a sollicité la permission de travestissement aussi pour des raisons plus matérielles, plus techniques, si l'on peut dire, notamment en 1851, pour assister au marché aux chevaux parmi les Maquignons. Euh,
c'est plus simple de porter un pantalon pour ne pas se singulariser parmi les maquignons. Et donc, elle sollicite et obtient une permission de travestissement en 1851 pour ce faire. Le document ici date de 1857. Donc, une certaine forme de rébellion, si l'on veut, mais pas de provocation. Lorsque Rosa Bonheur se fait photographier à titre privé, comme on vient de voir, elle est en pantalon, mais lorsque c'est une photographie un petit peu posée, un petit peu officielle, elle est en robe. Dans une lettre qu'elle écrit en 1865, au moment où elle reçoit la visite de l'impératrice Eugénie, elle se félicite d'avoir eu le temps de passer une robe avant d'être présentée à l'impératrice. Donc, une rébellion, oui, mais pas une provocatrice. Voilà ce qui caractérise Rosa Bonheur. Et pour Berthe Morisot, eh bien, dira-t-on, où est la rébellion? Berthe Morisot est une jeune femme de bonne famille. Elle est représentée ici, donc elle n'est pas encore mariée à ce moment-là, par Édouard Manet, c'est l'une des protagonistes de la célèbre scène du balcon. Berthe Morisot est donc Madame Eugène Manet. Elle tient salon le jeudi, elle reçoit des familiers dans son salon. Il n'y a pas de rébellion dans tout cela, mais elle est peintre. Elle est peintre et sa sœur Edma l'est aussi. On a vu un portrait de Berthe par Edma tout à l'heure. Les deux sœurs sont peintres. Les deux sœurs exposent au salon dans les années 1860, ce qui est quand même une visibilité en tant que peintre tout à fait notable. Mais Edma Morisot, qui devient Madame Pontillon à la fin des années 1860, eh bien, se retire complètement de la peinture. Alors peut-être qu'elle peint des bouquets dans son boudoir, ça se peut, mais en tout cas, elle n'expose plus, on ne voit plus ses toiles. Elle est une femme mariée et donc elle n'est pas artiste peintre. Berthe Morisot est une artiste peintre mariée et c'est une forme d'affirmation, c'est une forme de rébellion contre l'ordre social, si l'on peut dire. Elle peint, elle expose, pas beaucoup, elle vend des tableaux et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Et elle vend des tableaux qu'elle signe de son nom. Euh, voilà une signature ici qui est tout à fait lisible, c'est Berthe Morisot et non pas Madame Eugène Manet. Néanmoins, elle est connue sous le nom de Madame Eugène Manet. Sur son faire-part de décès, c'est le nom de Madame Eugène Manet qui est mentionné et les toiles de Berthe Morisot sont signées de son nom personnel, de son nom patronymique. C'est une rébellion, bon, limitée, mais c'est une rébellion quand même. Un point commun avec Rosa Bonheur. Rébellion, mais pas provocation. Alors, Berthe Morisot et Rosa Bonheur sont aussi deux peintres, deux peintresses, comme on dit autrefois. Le mot peintresse est employé au XVIIIe siècle, il est employé au XIXe siècle, mais il se charge d'une connotation péjorative et ironique, si bien il sort de l'usage. Et donc, on parlera de peintre pour désigner les artistes peintres femmes. Et comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, où l'on féminise beaucoup les noms, eh bien, on ne féminise pas le nom des peintres. On pourrait revenir au nom de peintresse qui était employé autrefois, mais bon, on ne le fait pas. Donc, deux peintres qui vont devoir apprendre le métier, qui vont devoir affirmer leur art, si on peut dire, et puis qui vont devoir aussi se faire connaître et établir une position. C'est de tout cela que nous allons parler maintenant. Donc, comment se fait l'apprentissage pour Rosa Bonheur? Eh bien, au fond, c'est assez simple. Elle est fille de peintre et le père Raymond Bonheur, donc lorsqu'il est à Paris, après qu'il est sorti de son couvent saint-simonien, est professeur à l'École nationale gratuite de dessin pour les jeunes filles. Alors, cette école est tout à fait particulière. Les écoles des beaux-arts, au XIXe siècle, ne sont pas ouvertes aux filles. Ça, c'est la règle. Et toutes les règles ont leurs exceptions. Cette école-là, qui est installée à Paris, eh bien, est spécialement destinée aux jeunes filles. Et si on prend par exemple le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, une œuvre célèbre de la deuxième moitié du XIXe siècle, Ferdinand Buisson présente donc l'école gratuite pour jeunes filles de la façon suivante. Elle a été fondée en 1803, elle devient établissement de l'État en 1810, elle est située à Paris, rue de Seine, numéro 10, et ressortie au ministère de l'Instruction publique
L'enseignement est gratuit, les élèves y sont admis de 12 à 25 ans à la suite d'un concours consistant en une épreuve de dessin à vue d'après un moulage en plâtre. Ces concours ont lieu 2 fois par an, en octobre et en mars. Les jeunes filles acquièrent dans cette école la pratique du dessin industriel. Elles s'y préparent aux examens des différents certificats d'aptitude à l'enseignement du dessin. Ça, c'est un texte qui vaut surtout pour la fin du XIXe siècle. À l'époque de Raymond Bonheur, donc dans les années 1830 et 1840, euh, l'aspect préparation au certificat d'aptitude dans l'enseignement du dessin est sans doute un petit peu moins développé. Enfin, l'école existe, c'est une école gratuite, c'est une école publique aussi, c'est la seule qui existe en France. Donc, Raymond Bonheur est professeur là, et c'est lui qui va donner à Rosa la formation dont elle a besoin pour devenir artiste peintre. Ce n'est pas une formation académique à proprement parler, puisque Rosa Bonheur ne fréquente pas le système, je dirais, classique de formation des artistes, mais elle reçoit une formation très convenable de son père, qui est un artiste peintre compétent. Et la formation de Rosa Bonheur est donc très bonne. Lorsqu'elle commentera, par exemple, une toile qu'elle réalise en 1853, le marché aux chevaux, elle rapprochera les chevaux qu'elle a peints des frises du Parthénon. Alors, c'est une ambition sans doute, enfin, ça montre qu'elle connaît les frises du Parthénon. Et donc, à l'école de dessin de la rue de Seine, il est probable qu'on travaillait sur ces productions antiques. Pour Rosa Bonheur, une formation donc précise. Pour Berthe Morisot, la situation est différente. Berthe Morisot est une jeune fille de bonne famille. Les jeunes filles de bonne famille reçoivent au XIXe siècle une instruction tout à fait précise, une instruction soignée, mais pas approfondie. Il ne s'agit pas de faire des jeunes filles des érudites, des bas bleus, comme on dit à l'époque, mais il s'agit de leur donner suffisamment d'éléments pour qu'elles aient une conversation variée, une conversation agréable, sans pédantisme, et qu'elles puissent tenir leur rôle dans le salon de leur mère, par exemple, dans un premier temps, puis ensuite dans leur propre salon, après leur mariage. Donc, les sœurs Morisot, sœur Morisot, ce sera Edma et Berthe. On ne sait pas trop ce que fait Yves. Les sœurs Morisot reçoivent une instruction soignée dans une école qui est fameuse au 19e et au début du 20e siècle. C'est le cours Dezir, le cours qui a été fondé par Adeline Dezir et qui est une pépinière pour les jeunes filles de la bonne société bourgeoise et catholique parisienne, donc du milieu du 19e siècle. Il y a l'équivalent pour les garçons, qui est le cours Stanislas, qui défraie parfois la chronique, et qui existe depuis le début du 19e siècle, comme le cours de Zir, qu'Adeline de Zir a fondé à une date que je n'ai pas notée, donc disons dans les années 1830. Euh, Qu'est-ce que l'on étudie donc au cours des IR? Bien, comme je l'ai dit, des connaissances générales, rien de très approfondi. Euh, on pratique le piano, on pratique le dessin, l'aquarelle, mais Edma et Berthe Morisot montrent des dispositions particulières pour le dessin, l'aquarelle, la peinture. Elles montrent un intérêt particulier aussi pour ces arts et ces activités, et donc les parents leur font donner à elles deux des cours. Elles prendront des cours de dessin, des cours de peinture, elles iront au musée du Louvre, copier les grands maîtres, et donc cela est un petit peu exceptionnel, en tout cas dans la bourgeoisie parisienne de l'époque. Berthe Morisot et sa sœur auront donc une compétence plus affirmée dans ce domaine. Elles suivent les cours de professeurs de dessin et de peinture, et même elles sont confiées à Camille Corot. Camille Corot, qui est un familier du salon de Madame Morisot, mère, et Camille Corot qui va donc prendre sous sa houlette Edma et Berthe. Et cette toile que vous voyez là montre une certaine forme d'influence de Corot sur la peinture de Berthe Morisot. On retrouve la touche claire que l'on voit chez Corot, on retrouve la touche, on pourrait dire, imprécise que l'on voit chez Corot et qui sera aussi la marque de Berthe Morisot. Et, euh, et donc, une formation très, très importante. Le rôle de Corot dans la formation et dans la carrière de Berthe Morisot va être, on va le voir, assez important. Notamment à partir de 1863, où 1863, c'est une date importante dans le monde de l'art en France.
Il y a cette année-là le salon de peinture et de sculpture qui est organisé chaque année, mais cette année-là, en 1863, pour une fois, pour la première fois, le jury du salon accepte d'exposer des œuvres de Camille Corot. Jusque-là, on s'y était refusé, Corot était refusé au salon, il ne l'est pas en 1863. Et donc, Berthe Morisot, qui est une disciple de Camille Corot, va pouvoir exposée au salon dans les années qui suivent. Elle commence dès 1864, en fait, et elle le fera jusqu'au début des années 1870. Euh, il y a un autre événement qui se produit, enfin c'est le même en réalité. Le jury accepte les toiles de Camille Corot, mais il refuse quantité d'autres toiles. Sur les 5000 toiles présentées au jury du salon en 1863, 3000 sont refusées. Et cela déclenche un tel scandale que l'empereur Napoléon III décide d'organiser un salon des refusés, c'est-à-dire que les peintres qui ont été refusés par le jury officiel pourront exposer, s'ils le veulent, dans ce salon des refusés. C'est ce que fait Édouard Manet, par exemple, c'est là qu'il expose le déjeuner sur l'herbe. Est-ce que les peintres vont se précipiter au salon des refusés? Non, 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 pas du tout. La plupart refusent justement d'exposer leur toile au salon des refusés, ce qui montre le poids, bien sûr, de l'art officiel, on pourrait dire. Exposer au salon des refusés, c'est provoquer l'académie, c'est provoquer l'institution. Alors Manet peut se le permettre, sans doute, mais la plupart des peintres refusés ne peuvent pas se le permettre. Et donc le salon des refusés n'est pas un grand succès un grand succès public. Euh, donc c'est un élément important, un événement important qui justifie qu'on donne quelques informations sur le système des salons. Le salon de peinture et de sculpture, c'est son nom, existe sous différentes dénominations depuis le milieu du XVIIe siècle. Sa périodicité est variable au fil du temps. En tout cas, au milieu du XIXe siècle, c'est une manifestation annuelle. Le lieu où il se tient varie aussi au fil du temps. Au milieu du XVIIIe siècle, le salon est organisé dans le salon Carré du Louvre, d'où le nom qu'on lui donne. On parlait d'exposition de peinture, ce sera le salon. Au milieu du XIXe siècle, à partir de 1855, le salon se tient au Palais de l'Industrie, qui est un très grand bâtiment qui est installé sur les Champs-Élysées, là où il y a maintenant le Grand et le Petit Palais. Donc, Camille Corot puis Berthe Morisot vont exposer au Palais de l'Industrie. L'origine du salon est à rechercher en fait dans la fondation en 1648 de l'Académie royale de peinture et de sculpture à l'initiative de Charles Lebrun. Au départ, il s'agit pour l'Académie de rejeter la tutelle du système des corporations. Donc en 1648, l'Académie est une institution quasiment révolutionnaire, en tout cas très moderne. Mais au fil du temps, évidemment, elle évolue un petit peu. Euh, L'Académie, donc, reçoit des peintres, raisonner sur les peintres, elle reçoit des peintres qui sont sélectionnés de la façon suivante. Le peintre, l'artiste, choisit un genre dans lequel il va concourir, si l'on peut dire, et l'Académie impose un sujet dans le genre. Et l'artiste doit donc remettre à l'Académie ce qu'on appelle un morceau de réception, sujet imposé dans un genre choisi par l'artiste. Et le morceau de réception est réputé appartenir à l'Académie, d'où l'idée, après quelque temps, lorsque le nombre des morceaux de réception a augmenté, d'où l'idée de montrer au public les toiles qui appartiennent à l'Académie. C'est l'origine du salon. Donc, on voit qu'il y a dans le salon un aspect officiel. C'est l'Académie qui sélectionne les toiles présentées, euh, qui sélectionne les artistes qui vont être agréés, donc. Mais il faut bien comprendre que l'Académie n'a jamais eu un monopole pour la présentation des toiles. Il y a des expositions en dehors de l'Académie, en dehors du salon. L'Académie n'a jamais eu un monopole de droit. Il y a des marchands d'art qui vendent des tableaux. Il y en a au XIXe siècle, il y en avait déjà au XVIIe siècle. Mais pour un artiste, c'est très difficile de percer, c'est très difficile de se faire reconnaître, c'est très difficile de s'affirmer en tant qu'artiste peintre si l'on n'expose pas au salon. Donc ce n'est pas un monopole de droit, mais c'est un monopole de fait qui appartient à l'Académie et au salon et au jury du salon, donc au XIXe siècle.
D'où les révoltes qu'il peut y avoir chez les peintres de temps en temps. Donc on voit les refuser en 1863. En 1855, Courbet avait refusé de participer au salon. Il avait organisé de son côté une exposition de ses toiles et David avait fait de même en 1800 pour le tableau des Sabines qu'il avait refusé de présenter officiellement dans le cadre contraignant de l'Académie. Au départ, l'Académie est une institution moderne, mais comme elle impose des thèmes, comme elle impose des sujets, au fil du temps s'est développé un art officiel, une institution officielle, un art officiel, et le mot académique a changé de sens. En 1648, il pouvait être presque révolutionnaire, mais en 1863, il ne l'est certainement pas. Quoi qu'il en soit, Berthe Morisot est admise par le jury au salon à partir de 1864, en dépit de ces deux caractéristiques. D'une part, elle est une disciple de Corot. Alors, Corot, certes, a été admis au salon, mais enfin, être une disciple de Corot, ce n'est pas un avantage aux yeux du jury de l'Académie. Euh, Berthe Morisot pratique une peinture qui est quand même très différente des canons officiels de l'Académie des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera qu'elle cessera de participer au salon. Au début des années 1870, elle présente une toile en 1872 qui est refusée, elle n'en présente qu'une en 1873, et puis finalement, en 1874, elle cesse de concourir puisque c'est la première exposition impressionniste. C'est une première caractéristique de Berthe Morisot. C'est une disciple de Corot, elle est en marge de l'art officiel et elle finira par être en marge des salons. Mais aussi, c'est une femme. Les femmes ne sont pas interdites de salon, mais enfin, elles y sont peu présentes. Et quand elles, par exemple, Rosa Bonheur est admise au salon en 1841. Mais quand elles y sont présentes, donc quand elles sont présentes au salon, les femmes sont traitées avec condescendance. On distingue une peinture de femme qui n'est pas du niveau de la peinture des hommes, n'est-ce pas? Et Rosa Bonheur, justement, a la particularité d'être une femme qui est considérée comme produisant une peinture d'homme. Ce n'est pas le cas de Berthe Morisot. De ce fait, euh, il y a, euh, il y a donc une particularité de la peinture de Berthe Morisot au salon. Que présente-t-elle comme toile au salon? Ben, celle que l'on voit sur l'écran, la chaumière en Normandie, qui est évidemment très caractéristique de ce que va être l'art de Berthe Morisot et dans laquelle on peut déceler, par la couleur, par la lumière, on peut déceler peut-être une influence de Corot. Alors donc, Berthe Morisot est un petit peu reconnue, puisqu'elle est admise au salon. Elle est reconnue aussi par les milieux artistiques, notamment ceux qui fréquentent le salon de sa mère, parce qu'il y a beaucoup de passages dans le salon des Morisot. Il faut dire qu'il y a trois filles à marier, hein. Et donc, on voit les Manet, on voit les Degas, on voit Corot, bien sûr, on voit Daubigny, Puvis de Chavannes, Tissot. On voit aussi Jules Ferry. Jules Ferry, vers 1867-68, fréquente chez les Morisot. Alors peut-être les trois filles à marier, c'est possible, mais il a l'occasion donc de rencontrer le père, c'est-à-dire le préfet Morisot, conseiller à la Cour des comptes. Et c'est peut-être par ce biais que Jules Ferry rassemble les éléments qui lui permettront de composer son célèbre pamphlet contre le baron Haussmann, les contes fantastiques d'Haussmann, qui pose Jules Ferry en, on pourrait dire, chef de l'opposition à Napoléon III à la fin du Second Empire. Donc voilà, les parcours parallèles de Berthe Morisot et de Rosa Bonheur. euh, c'est assez délicat de juger, enfin, d'évaluer le parcours de Berthe Morisot. En tout cas, la comparaison avec sa sœur est intéressante. Edma Morisot, qui devient Edma Pontillon, se retire de la peinture, n'expose plus au salon, elle ne peint plus, elle est Madame Pontillon. Et Berthe Morisot, quant à elle, eh bien, est sans doute Madame Eugène Manet, mais elle entame, elle s'affirme en tant que peintre, donc au tournant des années 1870. S'affirmer, être reconnu, être apprécié et être reconnu, comment cela est-il possible pour ces deux femmes peintres du 19e siècle? Revenons à Rosa Bonheur. Donc un petit décalage chronologique, hein, il y a une vingtaine d'années de différence entre les deux artistes. Rosa Bonheur expose plusieurs fois au salon à partir de 1841.
et les toiles qu'elle propose au salon sont unanimement appréciées. Elle reçoit des récompenses, des prix, des médailles, ce qui n'est pas le cas de Corot ni de Berthe Morisot. Elle reçoit des médailles, donc notamment pour cette toile que vous voyez là, bœuf et taureau, race du Cantal. Elle reçoit donc une médaille d'or au salon de 1848. Et cette faveur qu'elle rencontre déclenche une initiative de l'État. On est en 1848-1849, c'est la Deuxième République, et il y a donc, on pourrait dire, une politique culturelle. L'État commande à Rosa Bonheur, qui vient d'être primée au Salon, il lui commande une toile à sujet champêtre, et ce sera donc une toile qui sera exposée en 1849, le Labourage Nivernais. Le Labourage Nivernais qui est la toile la plus connue de Berthe Morisot en France. Ce labourage nivernais donc, nous montre une scène tout à fait précise, c'est le labourage de l'automne, le sombrage, comme on dit en nivernais. On voit donc quelques vallonnements dans l'arrière-plan, on voit le labour en train de se faire, et surtout on voit une douzaine de bœufs charolais qui tirent la charrue, et Rosa Bonheur accorde un très grand soin au dessin et à la peinture de la robe des animaux, robe blanche ou robe rousse, et cela donne à la toile évidemment un relief particulier. Elle a d'autre part choisi une lumière assez froide pour éclairer la scène, et cette peinture de Rosa Bonheur, eh bien, lui est, enfin, on la reçoit très bien, elle est très appréciée au Salon de 1849. Donc, une toile, le labourage nivernais. Une autre toile qu'elle expose en 1855 à l'exposition universelle de 1855. Là, on est au Palais de l'Industrie qui vient d'être construit pour abriter l'exposition universelle. Il y a un département de peinture, évidemment, et comme vous le voyez, on accroche les peintures comme on le fait au 19e siècle, c'est-à-dire en tapissant entièrement les murs. Aujourd'hui, on considère que c'est un petit peu excessif quand même comme mode d'accrochage. En tout cas, il y a là une toile de Rosa Bonheur qui est la fenaison en Auvergne. Donc, la récolte du foin au mois de juin. On voit que certes, il y a une douzaine d'êtres humains sur la toile, mais enfin, le sujet central, c'est quand même l'attelage de bœufs qui tirent la charrette de foin. C'est vraiment l'élément tout à fait essentiel pour Rosa Bonheur. Donc la fenaison en Auvergne, le labourage nivernais 1849, fenaison en Auvergne 1855, il y a entre les deux une toile qui va marquer, on peut dire, l'apothéose de la carrière de Rosa Bonheur, c'est le marché aux chevaux. C'est vraiment l'apogée de la carrière de Rosa Bonheur. C'est une toile donc qu'elle produit en 1853, c'est une toile qu'elle vend à son marchand, dont je parlerai dans un instant. C'est une toile qui lui est payée 40 000 francs. 40 000 francs en 1853, c'est difficile de comparer avec ce que cela peut être aujourd'hui, hein. Il faut tenir compte de la structure de l'économie. Le plus simple est d'essayer d'évaluer le pouvoir d'achat d'une somme de 40 000 francs en 1853 et de comparer avec un pouvoir d'achat similaire donc aujourd'hui. Pour l'INSEE, qui établit ce genre de comparaison, 40 000 francs en 1853, cela peut offrir un pouvoir d'achat comparable à celui que permet d'obtenir aujourd'hui une somme de 20 à 25 millions d'euros. Donc c'est une somme énorme que Rosa Bonheur obtient pour cette toile, et cela lui permet évidemment d'acheter le château de By que nous avons vu tout à l'heure, château de By qu'elle achète en 1860 avec les fonds qu'elle a pu recevoir de la vente de ces tableaux. Alors ce tableau est donc vendu à un marchand qui s'appelle Ernest Gambard. Ernest Gambard est un marchand installé à Londres, c'est un sujet britannique d'origine belge, et c'est le plus important, l'un des plus importants marchands d'art européens à cette époque. C'est un amateur d'art, il achète pour lui, mais il achète pour revendre évidemment.
Et il organise des expositions à Londres. Il trouve des acquéreurs à Londres. Il trouve des acquéreurs aussi aux États-Unis. Il va proposer les toiles des artistes qui le patronnent jusqu'aux États-Unis. Et ça va être le cas justement pour cette peinture de Rosa Bonheur. Gambard achète des toiles à Rosa Bonheur et ces toiles se vendent tellement bien que Rosa Bonheur, à partir de 1853, 54, 55, va cesser d'exposer au salon parce que Gambard a acheté les toiles qu'elle a réalisées. Elle n'a rien à exposer au salon, autrement dit. Gambard a acheté les toiles qu'elle a réalisées, même parfois il achète ces toiles avant que celles-ci ne soient terminées parce qu'il sait qu'il va y avoir une demande pour ces toiles. Et le tableau, Le marché aux chevaux, est donc un succès tout à fait considérable. Pour réaliser ce tableau, Rhoda Bonheur a accumulé des dessins préparatoires. Elle est allée au marché aux chevaux qui, à l'époque, se tient sur le boulevard de l'Hôpital. On voit ici la coupole de la Salpêtrière. Rosa Bonheur fréquente le marché aux chevaux pendant plusieurs semaines en 1851 pour réaliser, d'abord pour observer la scène. Que voit-on? On voit les chevaux qui sont présentés à la vente, hein. On voit les chevaux qui sont montrés, que l'on fait courir le long du boulevard. Ici, Rosa Bonheur place la scène au moment où il y a le firage, si l'on peut dire, pour qu'on voit les animaux dans toute leur force et dans toute leur splendeur. Donc, beaucoup de travail préparatoire a été nécessaire pour cela. Et beaucoup d'observations aussi a été nécessaire. Rosa Bonheur s'est trouvée parmi les maquignons au marché aux chevaux pendant des semaines et des semaines, et c'est pour ça qu'elle a sollicité une permission de travestissement en n'avançant pas le motif médical pour cela, mais le motif matériel. En somme. Porter le pantalon pour une femme au marché aux chevaux, c'est ne pas provoquer le regard, ne pas être la cible des regards, ne pas être le point de mire. Le point de mire, ce sont les chevaux, ce ne sont pas les personnes qui observent la scène. Donc, travail préparatoire très soigné et sens de l'observation très aiguisé aussi. C'est ce que l'on peut repérer sur cette toile. Le tableau est présenté par Gambard à Londres. Il va être présenté dans diverses villes du Royaume-Uni. Sa notoriété va monter. Et puis finalement, Ernest Gambard va présenter le tableau à New York en ayant annoncé l'arrivée du tableau à New York. Et le tableau va être acheté à New York par Cornelius II Vanderbilt, qui appartient à la famille des magnats de la construction maritime et des chemins de fer. Ce n'est pas le fondateur de la dynastie, mais c'est son petit-fils. Et Vanderbilt achète le tableau et finit par le donner en 1887 au Metropolitan Museum of Art de New York, où il est toujours présenté aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, Rosa Bonheur se retire du circuit euh, officiel et du circuit canonique, du circuit traditionnel du marché de l'art, les salons. Elle s'en retire pour des raisons commerciales, c'est-à-dire pour des raisons de succès commercial. C'est parce qu'elle a rencontré le succès que la voie du salon ne lui paraît plus être propice, ne lui paraît plus être nécessaire. Elle participera quand même une fois au salon en 1867. C'est la dernière fois, elle ne le fait plus après 1855, sauf en 1867. Et paradoxalement, en 1867, Berthe Morisot expose au salon. Donc les œuvres des deux artistes ont été présentées côte à côte. Les deux artistes se sont peut-être rencontrés, on ne sait absolument rien, mais techniquement possible. Donc, Rosa Bonheur se retire du système des salons parce qu'elle a rencontré le succès sur le plan commercial. C'est la réussite commerciale qui amène Rosa Bonheur à s'éloigner des circuits artistiques traditionnels en France. Et comme on va le voir, c'est différent pour Berthe Morisot. Donc, on l'a dit, Rosa Bonheur cesse de participer au salon pour des raisons commerciales. Berthe Morisot cesse de participer au salon parce qu'elle comprend que la peinture qu'elle réalise ne correspond pas du tout aux
cadre officiel de l'Académie. Et donc, après avoir exposé dans les années 1860, elle expose de moins en moins et finalement plus du tout à partir de 1874. Mais au contraire, elle va participer à la première exposition impressionniste dont vous voyez là le catalogue. Donc, c'est une exposition qui se tient boulevard des Capucines, dans les anciens ateliers du photographe Nadar. C'est une exposition qui se tient durant un mois, du 15 avril au 15 mai 1874. C'est une exposition qui est organisée par la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Donc il faut entendre que l'on est tout à fait en dehors du système du salon, que des artistes ont constitué une société, ont mis de l'argent en commun pour organiser l'exposition afin de bien d'abord de se faire connaître, afin de vendre les toiles, évidemment, et afin d'amortir les coûts d'organisation d'exposition. Alors, cette exposition en 1874 est extrêmement célèbre. Elle est considérée comme le point de départ du mouvement impressionniste. C'est une exposition qui est bien connue parce qu'il y a la fameuse anecdote de ce critique d'art se moquant du tableau de Claude Monet, Impression Soleil Levant, et donc forgeant le néologisme d'impressionnisme, titre tout à fait critique et négatif, mais ce terme est repris par les peintres comme une espèce d'étendard et il a revêtu depuis donc une connotation tout à fait différente de ce qu'il y avait à l'origine. Et sur le plan de l'histoire de l'art, donc l'exposition de 1874 est certainement un événement tout à fait marquant, un événement fondateur, vraiment, au sens tout à fait précis du terme. Il y a une trentaine d'artistes qui exposent, il n'y a pas que des peintres d'ailleurs, mais une trentaine d'artistes exposent. Et Berthe Morisot expose, par exemple, cette aquarelle. Berthe Morisot expose sur la falaise, donc en 1873. On est à Étretat. Il y a la sœur de Berthe Morisot, Edma, et puis l'une des filles d'Edma. Donc ici, il s'agit de Jeanne. Edma Morisot a deux filles. Donc, on expose des toiles ou des aquarelles ou des pastels, enfin, peu importe la technique. Et puis c'est le début du mouvement impressionniste. Mais si on en reste sur le plan tout à fait concret et matériel, l'exposition dure un mois, 15 avril, 15 mai 1874. Il y a 200 œuvres environ qui sont présentées par une trentaine d'artistes. Euh, le, le public ne se presse pas en foule pour cette exposition impressionniste. Il y a 3500 personnes qui viennent visiter l'exposition en un mois. C'est beaucoup moins qu'au salon, évidemment. Euh, c'est une exposition vente. Donc, il y a 200 œuvres qui sont exposées. On en vend 4. Autrement dit, si l'exposition de 1874 est fondamentale pour ce qui est de l'histoire de l'art, c'est un échec commercial complet. Donc la société est dissoute et l'année suivante, il faudra se demander si on recommence de la même façon, si on compose une nouvelle société pour organiser une autre exposition. Et comme vous savez, il y aura en tout 8 expositions impressionnistes. Mais à chaque fois, il faut se demander d'où vient l'argent en quelque sorte. Il faut trouver des financements, il faut trouver des mécènes. Gustave Caillebotte, par exemple, va financer l'une des expositions impressionnistes et Berthe Morisot va elle-même financer la 8e et dernière exposition impressionniste. Donc, ces expositions sont célèbres sur le plan de l'histoire de l'art. Elles ne sont pas du tout, je dirais, des succès sur le plan matériel. Alors, il y a une toile célèbre de Berthe Morisot qui est présentée à l'exposition impressionniste du printemps de 1874, c'est Le Berceau. Le Berceau est l'une des toiles les plus connues de Berthe Morisot. Euh, Que voit-on? On voit donc un berceau qui est recouvert par un tissu, par une gaze très légère. À l'intérieur de ce berceau, il y a la jeune Blanche Pontillon, qui est la fille d'Edma, Edma étant la sœur aînée de Berthe Morisot. Et on voit la mère regardant l'enfant, dormant dans son berceau. Alors, ce qui est remarquable, évidemment, dans ce tableau, c'est, par exemple, la composition. On aime bien souvent de simplifier la composition. Donc, on a un jeu de diagonales qui viennent se croiser au centre du tableau. La diagonale représentée par le voile transparent qui recouvre le, le berceau et la diagonale représentée par le regard de la mère contemplant sa fille nouveau-née.
Et évidemment, cela donne un équilibre à, la composition qui est, très remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est la simplicité et la légèreté de la touche, arriver à représenter un tissu transparent, c'est pas facile évidemment. Et ici, on voit que Berthe Morisot a cherché justement à représenter ça, la fragilité, on pourrait dire, la de la gaze, la fragilité du voilage recouvrant, la jeune Blanche Pontillon, puisque c'est son nom. Alors, quel est le sujet? On pourrait dire que c'est un sujet familial, c'est la sœur de l'artiste et sa nièce. Évidemment, c'est ça, bien sûr. Mais Berthe Morisot a certainement eu autre chose en tête en représentant cette scène familiale. C'est une mère à l'enfant, en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a la tradition de la Vierge à l'enfant, de la Madone à l'enfant, qui est à la fois un message spirituel, c'est l'enfant Dieu quand même, hein, qui est représenté, et puis c'est en même temps, la douceur de l'amour maternel, la simplicité et la douceur de l'amour maternel qui est, donnée par, les peintres, au fil du temps à la figure de la Madone. Ici, on a un petit peu cela, mais ce n'est pas l'élément central. Hem, Ce que l'on peut voir aussi parfois dans le thème de la mère et de l'enfant, c'est le la on pourrait dire le contact charnel, le contact intime entre les corps de la mère et de l'enfant. Ça peut être une scène d'allaitement, par exemple, ça peut être, l'intimité que, Renoir donne à quelques-unes de ces scènes, qu'il peint à peu près à ce moment-là. Ce n'est pas non plus ce que l'on voit sur cette scène, de Berthe Morisot. Il n'y a pas de contact physique entre la mère et l'enfant. Alors, on peut peut-être voir dans la pose d'Edma, qui est douce certainement, bah, la joue posée sur la main, mais elle regarde simplement l'enfant. On peut y voir, une sorte de gravité qu'on ne trouve pas normalement dans les scènes, de ce genre. Une sorte de gravité, on contemple cette vie qui vient de commencer, en, ne sachant pas trop comment cette vie va évoluer, pendant les décennies qui suivent et en ne sachant pas, et plutôt en sachant qu'on n'a pas de prise sur la vie de cet enfant qui vient de commencer. C'est l'inconnu, l'incertitude, en somme, qui est peinte par Berthe Morisot sur le visage de sa sœur, sur le visage de la mère. Donc c'est une toile très intéressante pour comprendre l'art de Berthe Morisot. C'est une toile qui est présentée à l'exposition de 1874. C'est une toile qui n'est pas remarquée par, les critiques. On remarque Impression soleil levant, on ne remarque pas le berceau. C'est une toile, bien sûr, qui n'est pas vendue, hein, puisqu'il n'y en a que 4 qui sont vendues, ni Impression soleil levant, ni le berceau donc. Et c'est une toile qui donc, puisqu'elle n'est pas vendue, eh bien, va rester dans la famille de Blanche Pontillon, l'enfant dans son berceau. Et plus tard, Blanche Pontillon, devenue Blanche Forget, va vendre ce tableau de sa tante au musée du Louvre en 1930. Donc le tableau entre au Louvre en 1930. Et à la fin du XXe siècle, lorsque l'on sépare les collections nationales et que l'on crée le musée d'Orsay, la date charnière, hein, c'est 1848, eh bien, le berceau sera transféré au musée d'Orsay, où il est toujours aujourd'hui. Donc, voilà la situation dans laquelle se trouve Berthe Morisot. S'est-elle affirmée avec l'exposition impressionniste? Pas vraiment, en fait, hein. Elle y a participé, c'est sûr. C'est la seule femme, d'ailleurs, qui y participe, mais le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, Berthe Morisot va employer une autre technique que l'exposition pour, faire, circuler les images qu'elle a composées. Nous sommes en 1874, donc l'exposition se termine le 15 mai 1874 et c'est un moment très particulier dans la vie de Berthe Morisot. Son père est mort en janvier 1874, après quoi il y a un délai de deuil évidemment qui s'ouvre. C'est à ce moment-là que Manet peint le portrait de sa belle-sœur en vêtements de deuil, on l'a vu tout à l'heure. Et à la fin de l'année 1874, à l'expiration du délai, Berthe Morisot épouse Eugène Manet. Donc au printemps et à l'été de 1874, elle n'est plus sous la tutelle de son père, qui est mort, elle n'est pas encore sous la tutelle de son mari, puisqu'elle n'est pas mariée. Et donc, elle prend l'initiative d'organiser une vente aux enchères de ses propres toiles. Vente aux enchères d'une douzaine de toiles, pas celle-là, une douzaine de toiles qu'elle met à vendre aux enchères à l'hôtel Drouot, et cela déclenche un scandale. Cela déclenche un scandale
c'est Renoir qui racontait l'accueil fait à cette vente à l'hôtel Drouot par le public. Euh, Tout est critiqué. Ce qui est critiqué, c'est la peinture de l'artiste, mais ce qui est critiqué aussi, c'est l'artiste elle-même. Une femme qui ose seule agir en public, se présenter en public pour vendre ses peintures. Cela a été mal apprécié par certains acquéreurs potentiels à l'hôtel Drouot, et Renoir raconte que Pissarro, qui était dans la salle, en est venu aux mains avec l'un des critiques au point qu'il a fallu appeler la police. Mais donc, on voit bien ce qui se passe. Berthe Morisot va vendre ses toiles elle-même sur le marché, ou bien alors elle va s'adresser, c'est quand même plus facile, elle va s'adresser à un marchand d'art, elle aussi. Alors, ce ne sera pas Ernest Gambard, qui est le marchand d'art de Rosa Bonheur, elle va s'adresser à Paul Durand-Ruel, Durand-Ruel qui va être le marchand d'art de la plupart des peintres impressionnistes, donc à la fin du 19e siècle. Et Berthe Morisot, donc, passe par ce canal pour vendre ses toiles. Elle s'est affirmée de la sorte, en tant qu'artiste peintre, agissant sur le marché de l'art. Alors, donc, est-ce que cela amène la reconnaissance pour Berthe Morisot, la reconnaissance pour euh, euh, Rosa Bonheur? Pour Rosa Bonheur, on a dit que ça commençait à venir avec le labourage nivernais, avec le marché aux chevaux. Qu'en est-il exactement? Essayons de faire un petit peu le point de la notoriété de Rosa Bonheur, disons à la fin du 19e siècle. Elle meurt en 1899. Et on peut raisonner sur cette toile, Le Roi de la forêt, qu'elle réalise en 1878 et qui est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Rosa Bonheur. Donc, un cerf en majesté dans la forêt de Fontainebleau, qui est représenté par Rosa Bonheur de manière extrêmement minutieuse, extrêmement précise. Cette toile va donc connaître le parcours habituel des toiles de Rosa Bonheur. Elle est achetée par Ernest Gambard qui va présenter la toile ici et là en Europe, qui va la présenter aussi aux États-Unis, au point que la toile est montrée lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Et donc, c'est la fin de la vie de Rosa Bonheur, et c'est intéressant de voir un peu l'image de Rosa Bonheur en 1893. C'est une image tout à fait rutilante. Cette toile a été acclamée partout où elle a été montrée. Par exemple, lorsqu'elle est montrée en Angleterre, par Ernest Gambard, elle est montrée non seulement à Londres, mais dans plusieurs villes du Royaume-Uni, et la critique fait le rapprochement avec la toile célèbre de Landseer, donc de Monarch of the Glen, le roi de la vallée, hein, c'est la traduction. Cette toile de Landseer, Landseer étant le peintre fameux du Royaume-Uni de l'époque, peintre et sculpteur, d'ailleurs c'est lui qui réalise les lions de Trafalgar Square par exemple. Et donc en Angleterre, on considère que Rosa Bonheur, eh bien, c'est la Landseer française, et donc c'est une appellation très élogieuse, très laudative de l'artiste par la critique anglaise. Et Gambard utilise évidemment cette comparaison pour sa publicité aux États-Unis au moment de l'exposition. C'est la Landseer française qui vient présenter, qui vient présenter son tableau. Non, Rosa Bonheur ne voyage pas, c'est le tableau qui voyage et qui est donc présenté à Chicago. Dans l'exposition universelle, dans la zone consacrée à la peinture française. Et donc, on y montre les grands peintres français, les peintres français célèbres, appréciés, réputés, mondialement connus, en 1893, c'est-à-dire Léon Gérôme, c'est-à-dire Bouguereau, c'est-à-dire Meissonnier, ce sont les peintres français connus à l'époque, hein, et donc Rosa Bonheur. Donc une notoriété absolument extraordinaire. Et dans la presse française qui rend compte de l'exposition de Chicago, on se pose une question. Comment Rosa Bonheur est toujours vivante? On ne le savait pas. On ne le savait pas. Rosa Bonheur est oubliée en France. Et c'est assez compréhensible. Rosa Bonheur a peint et exposé dans les années 1840 et encore jusqu'au début des années 1850. Lorsque l'on veut voir des toiles de Rosa Bonheur en France, eh bien, on peut les voir. C'est le labourage nivernais, par exemple, qui est au musée du Luxembourg, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et qui sera au Louvre au 20e siècle, puis à Orsay à la fin du 20e siècle. Donc, il y a des toiles de Rosa Bonheur. Ce sont des toiles anciennes et des toiles qu'on ne peut pas acheter. Et il n'y a pas sur le marché
de toiles achetables de Rosa Bonheur, puisque les circuits de commercialisation font que les toiles de Rosa Bonheur sont vendues surtout en Angleterre et aux États-Unis. Rosa Bonheur est oubliée. Elle est connue de certains milieux, bien sûr, mais elle est dans l'ensemble oubliée par le grand public. Et c'est intéressant, très significatif de souligner cela. Le roi de la forêt, c'est une toile qu'on ne connaît pas en France, on ne montre pas en France. En plus, elle appartient à des collectionneurs privés, et donc elle n'est pas facilement visible. Elle a été exposée au musée d'Orsay en 2022 lors de la rétrospective Rosa Bonheur pour le 200e anniversaire de sa naissance. Mais c'est une toile qu'on ne voit pas beaucoup. C'est une toile qui n'a pas été vue en 1878 et dans les années qui ont suivi. C'est une toile qui incarne bien cette situation binaire, je dirais, de Rosa Bonheur, c'est-à-dire une notoriété très grande et une notoriété qui n'existe pas dans son pays. Euh, Elle est ainsi célèbre, mais sa célébrité est précaire, si bien qu'à sa mort en 1899, eh bien, elle va tomber assez vite dans l'oubli. Elle est oubliée avant même sa mort, mais alors elle l'est encore plus, évidemment, après. Et puis, d'autre part, à sa mort, on constate en France que la peinture de Rosa Bonheur ne coïncide pas du tout avec les courants de l'avant-garde, les courants de l'art moderne, et donc elle est oubliée d'autant plus, en quelque sorte. Et qu'en est-il pour Berthe Morisot? Donc, les 20 dernières années de la vie de Berthe Morisot, de 1875 à 1895, c'est une époque où la situation est la suivante. Berthe Morisot donc ne participe pas au salon, elle participe aux expositions impressionnistes, sauf celle de 1879 parce que c'est la naissance de Julie. Euh, elle, euh, Elle peint beaucoup, elle expose peu, elle vend pas mal par l'intermédiaire de Durand-Ruel. La toile que vous voyez là, Femme à la toilette, c'est la première toile qui est vendue par Durand-Ruel. C'est une période où l'art de Berthe Morisot est connu des spécialistes, est connu de ceux qui achètent ses toiles, est connu de ceux qui voient les expositions impressionnistes et quelques autres expositions quand même qui peuvent avoir lieu. Et donc, on apprécie la peinture de Berthe Morisot ou on ne l'apprécie pas, ça dépend du regard critique que l'on porte. Beaucoup estiment que ce qui est remarquable chez Berthe Morisot, c'est la lumière, c'est la clarté, mais c'est aussi l'imprécision du dessin. Un critique dit même, elle ne produit que des débuts de début. L'imprécision du dessin, qui est une marque de fabrique, on pourrait dire, de Berthe Morisot, et pas seulement d'elle, mais enfin de Berthe Morisot en particulier, que l'on voit bien là. Imprécision qui mène parfois assez loin hein, de l'exactitude réaliste euh, que l'on peut trouver éventuellement chez Rosa Bonheur. Alors, la notoriété de Berthe Morisot est quand même assez réelle chez les spécialistes et dans les milieux informés, au point que euh, il faut parler un petit peu du legs Caillebotte de 1894-1895. Gustave Caillebotte, à sa mort, lègue à l'État sa collection de peintures dans l'idée de faire entrer les peintres impressionnistes dans les collections nationales. Il n'y en a quasiment pas. Et donc, il y a tout un débat pour savoir s'il faut accepter ou pas la collection de Caillebotte, le legs de Caillebotte. On finit par accepter, mais on constate que dans la collection de Caillebotte, il y a évidemment des peintres impressionnistes, beaucoup, mais il n'y a pas de toile de Berthe Morisot. Et donc, sur l'intervention de Mallarmé, qui est un ami de la famille Morisot, Mallarmé donc, insiste pour que l'on ajoute à la collection Caillebotte, on ajoute une toile de Berthe Morisot. Il faut trouver une toile de Berthe Morisot sur le marché français, où il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et c'est donc celle-là qui est choisie, Jeune femme en toilette de bal. C'est une toile qui avait été achetée par Giuseppe De Nittis. De Nittis est un artiste italien qui
appartient au groupe des Macchiaioli. C'est un artiste qui travaille évidemment en Italie, mais qui séjourne fréquemment en France pendant une longue période. Donc il avait acheté cette toile qu'il a revendue ensuite. Et c'est cette toile-là qui va être achetée pour figurer parmi les toiles impressionnistes qui sont issues du legs euh, Caillebotte, qui sont donc montrées au musée de Luxembourg et qui sont montrées à partir de la fin du XXe siècle au musée d'Orsay, lorsque celui-ci sera constitué. Donc, on voit bien le sort, en quelque sorte, de la peinture de Berthe Morisot. Euh, Elle s'est adressée, pour des raisons différentes de celles de Rosa Bonheur, elle s'est adressée au marché de l'art, à des marchands d'art, à Durand-Ruel. Ces tableaux se vendent, mais se vendent peu en France, beaucoup plus au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et on en trouve donc aujourd'hui beaucoup aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une part importante de la production de Berthe Morisot part donc outre-Manche et outre-Atlantique. D'autre part, une part importante de la production de Berthe Morisot est conservée par la famille. On parlait du berceau tout à l'heure. Et donc, il y a peu de toiles sur le marché, il y a peu de toiles dans les musées français, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et au XXe siècle, Berthe Morisot est finalement assez peu connue. Elle serait restée plongée dans un oubli profond s'il n'y avait pas eu cette jeune fille dans un parc que l'on voit là, qui est en fait Julie Manet, c'est-à-dire la fille de Berthe Morisot et de Jeanne Manet. Alors, Julie Manet épouse en 1900 Ernest Rouard. Elle devient donc Madame Rouard, évidemment. Mais voyez la date ici. Cette toile est donnée par Julie Rouard en 1905 au musée de Toulouse. Et ça, c'est très caractéristique de ce que fait Julie Manet au XXe siècle. Elle s'efforce de maintenir le souvenir de l'œuvre de sa mère, par exemple en donnant un tableau au musée de Toulouse. Elle s'efforce de rassembler des informations sur la production iconographique de sa mère. Elle rassemble toutes ces informations, ce qui permettra la publication en 1961 d'un catalogue raisonné de l'œuvre de Berthe Morisot. Et on peut considérer que si Berthe Morisot n'est pas tombée complètement dans l'oubli, c'est en grande partie grâce à sa fille Julie, que l'on voit donc sur cette peinture de 1893. Grâce à la fille de Berthe Morisot, et aussi grâce à son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Julie. Le petit-fils porte le nom de Rouard, évidemment, qui est le nom de son père, il s'appelle Denis Rouard, et Denis Rouard, qui est mort en 1984, a légué par testament une bonne trentaine de toiles de sa grand-mère au musée Marmottan. Le musée Marmottan qui reçoit donc cette trentaine de toiles de Berthe Morisot qui va être exposée évidemment dans les galeries du musée. Et le musée Marmottan avait reçu quelques années plus tôt, à la fin des années 60, il avait reçu un autre legs, le legs de Michel Monet. Michel Monet était le fils du peintre. Et donc Michel Monet lègue au musée Marmottan une centaine de toiles, une bonne centaine de toiles, principalement de Claude Monet. Et on va donc présenter au musée Marmottan, que l'on renommera Marmottan-Monet de ce fait, euh, on va présenter au musée Marmottan-Monet l'étoile de Claude Monet, et puis on présentera à côté l'étoile de Berthe Morisot. Et donc, évidemment, de la comparaison entre les deux ressortira une admiration profonde pour la peinture de Berthe Morisot comparée à celle de Monet, qui était déjà fameux, bien sûr, qui n'avait pas besoin de cet effet-là, mais Berthe Morisot en avait besoin aussi. Si bien qu'à la fin du XXe siècle, après 1984, eh bien, Berthe Morisot sort de l'oubli. On va organiser des expositions. Il y en a une d'abord aux États-Unis, et puis il y en aura ensuite en France, une à Lille, par exemple, en 2002, et d'autres ensuite, jusqu'à maintenant. C'est donc une renaissance de l'image de Berthe Morisot au début du XXIe siècle, qui est le résultat des efforts de sa famille, de sa fille et de son petit-fils. Alors, Berthe Morisot et Rosa Bonheur, donc deux femmes, deux peintres, oui, mais produisent-elles une peinture particulière? Quelles sont les caractéristiques de la peinture de ces deux artistes? Produisent-elles une peinture de femme, par exemple? Quelle remarque peut-on faire sur ce sujet? Alors, je procéderai en trois temps. D'abord, on peut remarquer que ces deux artistes se situent clairement en dehors de leur siècle. Le 19e siècle,
c'est une période qui est marquée par des guerres, par des révolutions, par des occupations. On peut symboliser, par exemple, par la toile fameuse d'Alphonse de Neuville, Les Dernières Cartouches, qui représente un épisode de la guerre de 1870. Est-ce que cela apparaît dans la peinture de Rosa Bonheur ou de Berthe Morisot? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rappeler le côté agité de l'histoire du 19e siècle français? Eh bien, chez Rosa Bonheur, c'est simple, il n'y a absolument rien, rien du tout ne permet d'imaginer qu'il puisse y avoir la guerre de 1870. Pourtant, Rosa Bonheur a vu passer les occupants en 1870-71, évidemment, mais elle n'a pas du tout représenté cela dans sa peinture. Il faut dire qu'elle peint des animaux. Donc forcément, ce n'est pas le sujet. Pour Berthe Morisot, c'est légèrement différent. Quand Alphonse de Neuville peint Les Dernières Cartouches, elle peint cette vue de Paris depuis le Trocadéro. Et donc, une vue de Paris, alors c'est les quartiers ouest de Paris, la zone n'est pas encore entièrement urbanisée, cela viendra bien sûr. Donc, sur le plan documentaire, cette toile est tout à fait intéressante. Mais on aurait pu s'attendre à voir sur cette toile qui est dessiné à partir de 1871 et qui est achevé en 1873, on aurait pu s'attendre à voir ici, en arrière-plan, dans le lointain, les ruines fumantes du palais des Tuileries, par exemple, incendiées durant la semaine sanglante en 1871. Ou alors on aurait pu voir là, dans le lointain, les ruines fumantes de l'Hôtel de Ville de Paris, incendiées durant la semaine sanglante de 1871. Ou bien on aurait pu voir ici quelque part, dans le lointain, les ruines fumantes du palais d'Orsay, incendiées durant la semaine sanglante de 1871. Dans le palais d'Orsay, sur la rive gauche de la Seine, c'était le siège de la Cour des comptes. Et c'était là que se trouvait le bureau de Edme Tiburce Morisot, le préfet Morisot, le père de Berthe Morisot. On peut être à peu près certain que le préfet Morisot est allé voir, à l'été de 1871, les ruines du palais d'Orsay pour voir les ruines de son bureau. Ce serait tout à fait concevable et tout à fait compréhensible d'ailleurs. Alors peut-être que le préfet Morisot l'a fait, mais certainement Berthe Morisot ne l'a pas représenté sur cette toile où, bien que les cicatrices des événements dramatiques de 1871 soient toujours visibles. Les ruines des Tuileries, on va les voir jusque dans les années 1890. Les ruines du palais d'Orsay, on va les voir jusque dans les années 1890, c'est-à-dire jusqu'au moment où on les démolit pour les remplacer par la gare d'Orsay, qui est aujourd'hui le musée d'Orsay. Donc rien de tout ça n'apparaît dans la peinture de Berthe Morisot, et il y a encore moins de traces dans la peinture de Rosa Bonheur. Alors on dira, mais le 19e siècle, c'est pas seulement les guerres et les révolutions, c'est aussi par exemple l'industrialisation, c'est aussi les forges, les usines, etc., que symbolise cette toile de François Bonhomet, que l'on appelle le forgeron Bonhomet, parce qu'il était spécialisé justement dans ce genre de représentation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui évoque cela dans la peinture de Berthe Morisot et de Rosa Bonheur? Chez Berthe Morisot, j'ai cherché, j'ai trouvé cette toile, par exemple, perchée de blanchisseuse, où l'on voit la lessive être étendue sur les fils. C'est une forme de travail, bien sûr. Est-ce que c'est pour autant une réflexion sur le monde du travail? Bon, peut-être pas. Si l'on regarde un petit peu les détails dans le lointain, on voit vaguement une cheminée d'usine, enfin une cheminée fumante d'usine ou de je ne sais quoi, et rien de plus. Donc, l'écho de l'industrialisation dans la peinture de Berthe Morisot est extrêmement assourdi, extrêmement affaibli, et en réalité, tout cela est très peu présent. Chez Berthe Morisot est tout à fait absent chez Rosa Bonheur. Il faut dire qu'elle peint des animaux et notamment qu'elle peint à la campagne. Mais si on prend le labourage nivernais, bien sûr, il n'y a pas de cheminée d'usine, mais ce qui est frappant, c'est que on représente la peine, on représente le travail, on représente le labeur des bœufs qui labourent, pas tellement le labeur des ouvriers agricoles qui labourent aussi. Bien sûr, il y a quatre êtres humains sur cette toile de Rosa Bonheur, mais ce n'est pas le sujet central du tableau. Donc, les aspects, on pourrait dire, socio-économiques dans la peinture de Rosa Bonheur et dans celle de Berthe Morisot n'apparaissent pas du tout. Et bien sûr, même raisonnement pour le fleuron du 19e siècle, l'invention caractéristique du 19e siècle, c'est le chemin de fer.
Alors, les peintres impressionnistes ont représenté le chemin de fer, Manet, par exemple, un petit peu, Monet, bien sûr, beaucoup. Monet, c'est l'homme des séries, et donc la première de ces séries, c'est 1877, 12 toiles sur la gare Saint-Lazare. En voilà une. Est-ce que Berthe Morisot ou Rosa Bonheur ont représenté quelque chose qui ait à voir avec le chemin de fer? Pas du tout. Pas du tout, rien, absolument rien. Et pourtant, elles ont probablement utilisé ce mode de transport. Rosa Bonheur, peut-être. Berthe Morisot, c'est quasiment certain. Dans les années 1880 et 90, Berthe Morisot passe les hivers à Nice. Quand on habite Paris et que l'on va à Nice, en 1889, par exemple, ce serait pas anormal de voyager par le train. Eh bien, si Berthe Morisot l'a fait, elle l'a probablement fait, elle ne l'a pas représenté dans sa peinture. Les artistes impressionnistes ne représentent pas beaucoup la réalité socio-économique de leur temps. Certains le font un petit peu, comme Claude Monet, d'autres ne le font pas du tout, comme Berthe Morisot. Bon, ceci étant, les 2 artistes sont aussi en dehors, des courants esthétiques de leur époque. C'est très net pour, Rosa Bonheur, évidemment. Si l'on tient absolument à caractériser le style de Rosa Bonheur, on pourrait dire, bon, il y a quelques peintures, à sujet alimentaire, comme celui-là, Les chiens des princes Czartoryski. Bon, c'est une peinture alimentaire sans grande signification. Mais enfin, si on tient à caractériser le style de Rosa Bonheur, on dira, c'est le réalisme romantique. C'est-à-dire que, heu on voit fréquemment des atmosphères un petit peu brumeuses, on voit, fréquemment, quelque chose qui pousse, au rêve. Les animaux qu'elle représente sont souvent, un petit peu énigmatiques, un petit peu fascinants. Heu, Rosa Bonheur ne traite jamais de sujets académiques, de sujets historiques, de sujets mythologiques, de sujets religieux. Elle traite peu le paysage, beaucoup l'animal. Elle, préfère la on pourrait dire le réalisme quasiment, illusionniste pour, représenter l'animal, ce qui n'empêche pas qu'il y ait parfois des zones un petit peu floues dans sa peinture et il y a une chose en tout cas qu'elle évite absolument, c'est hem, de rapprocher l'animal de l'homme. Je veux dire de donner, à la représentation de l'animal une sorte d'anthropomorphisme. C'est exactement ce qu'elle ne veut pas faire. Il s'agit, pour elle de, d'insister sur la singularité de l'animal. Elle accorde beaucoup d'importance aux yeux, par exemple, des, animaux qu'elle représente, surtout dans les gros plans, comme si, elle cherchait à montrer, une sorte de presque de personnalité, de l'animal. Et donc, cela donne une certaine singularité à sa peinture. C'est une peinture animalière, probablement, mais cela donne aussi à sa peinture, à la fin du 19e siècle, un côté un petit peu, désuet. À l'époque des avant-gardes, la peinture de Rosa Bonheur détonne beaucoup. Et c'est ce qui explique, comme je disais tout à l'heure, qu'elle tombe, dans l'oubli. Elle est oubliée, Rosa Bonheur, dans son pays, d'origine, sans doute, mais, sa peinture va être largement oubliée aussi après sa mort. Donc, une artiste en dehors des courants esthétiques de son temps. Pour, Berthe Morisot, c'est un petit peu différent évidemment parce que, Berthe Morisot est quand même, appartient quand même au groupe des peintres, impressionnistes. Alors qu'est-ce que c'est que, le style impressionniste? Il faut se méfier d'une idée reçue qu'on trouve parfois et que je vais résumer de la façon suivante. Jusqu'aux impressionnistes, jusqu'au milieu du 19e siècle ou jusqu'à Corot, disons et Courbet, un petit peu avant, les peintres peignent dans leur atelier, ne sortent pas et il n'y a rien qui se passe en plein air avant que Corot et Courbet, ne surgissent. Et puis les impressionnistes prennent le relais et cela s'explique par, l'invention du tube de peinture, donc tube métallique contenant de la peinture toute prête à être utilisée, donc sur le motif. Alors, évidemment, tout cela est très caricatural. En fait, les artistes peintres sont toujours sortis de leur atelier. Ils dessinent sur le motif, bien sûr, en plein air, hein. Ils dessinent, ils collectent les ornements de la nature pour composer leurs paysages, par exemple. Et puis ensuite, c'est vrai qu'ils peignent en atelier, ça oui. Hem, il peigne en atelier ou pas d'ailleurs. Rosa Bonheur peint, on a des photographies d'elle montrant, Rosa Bonheur peignant, en plein air, donc dans les années 1840.
Mais c'est un fait que les impressionnistes ont quand même une passion pour le plein air. Ils développent un goût marqué pour les sujets de plein air, pour les paysages ou pour des sujets familiers de la vie quotidienne en plein air. Ils cherchent à peindre, ils le disent d'ailleurs, ils cherchent à peindre la lumière, c'est ce que dit Monet. Et Berthe Morisot dit qu'elle cherche à peindre, à retenir quelque chose du temps qui passe. Et donc, on va trouver chez eux une peinture souvent claire et lumineuse. On va trouver chez eux des, euh, euh, des couleurs vives qui sont euh, utilisées, qui proviennent de l'utilisation de pigments artificiels. On va trouver chez eux aussi, ça se voit là, des ombres colorées, hein. Donc il y a une réflexion sur la lumière et sur l'ombre. Mais les premières réflexions avaient été menées déjà au XVIIIe siècle par les théoriciens de l'art. Et surtout, ce qui caractérise quand même la peinture impressionniste, c'est un sens poussé du temps, effectivement, qui passe, c'est-à-dire que l'on va chercher à capter une sorte d'instantanéité du moment. On va chercher à transcrire les changements de la lumière. Claude Monet réalise des séries justement pour montrer cela. Et Berthe Morisot s'efforce aussi de capter les changements de la lumière, de capter le temps qui passe et d'utiliser un système de touches assez large pour montrer tout cela. Ce qui est caractéristique aussi des peintres impressionnistes, et de Berthe Morisot, c'est le cadrage, c'est la composition. Il y a une composition décentrée. Le sujet principal n'est pas au centre, par exemple, très souvent. Le sujet sort du tableau, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sous le pinceau des peintres impressionnistes. Et de ce point de vue, évidemment, Berthe Morisot est tout à fait à sa place dans ce groupe des peintres impressionnistes. Donc, elle est en dehors des courants esthétiques de son temps, au sens où l'impressionnisme se définit en réaction contre les courants esthétiques du moment et contre les courants académiques surtout du moment. Si donc on faisait de, de l'impressionnisme une école, alors on dirait que Berthe Morisot est une chef de file dans cette école, tout à fait nettement, ne serait-ce que parce qu'elle participe à toutes les expositions impressionnistes, sauf celle de 1879, alors que Claude Monet ne participe qu'à trois ou quatre seulement de ces expositions. Et, euh, et donc, cela la pose en chef de file de ce courant. En tout cas, c'est comme cela qu'elle est comprise, elle est euh, regardée par ses collègues du groupe impressionniste. Et à sa mort en 1895, c'est comme cela qu'elle est célébrée par eux. On peut même dire que par sa touche, parfois, il y a une sorte de distance prise par rapport à la réalité. On peut avoir l'impression que là, on approche presque de l'abstraction, au fond. Alors, dernière observation, il y a chez Berthe Morisot et chez Rosa Bonheur deux approches euh, singulières de la nature. Chez Rosa Bonheur, donc, c'est le thème animalier. Rosa Bonheur est presque une théoricienne du genre animalier par le dessin qui reflète les observations qu'elle fait, par la composition, par les portraits grandeur nature qu'elle réalise. Bon, ici, ce sont des dessins, mais dans les peintures, on trouve quasiment des portraits de cheval, par exemple, comme sur la toile que vous voyez là, ou bien alors, c'est l'une de ses toiles les plus connues, des portraits de lions aussi. Des lions, il y a des lions chez elle, hein, des lions qu'elle connaît, des lions qu'elle fréquente, des lions qu'elle observe, des lions qu'elle représente en grand format, des lions auquel elle donne un nom, celui-là par exemple, elle lui a donné un nom, et des lions qu'elle représente comme s'il s'agissait d'une individualité, d'une personnalité à part entière. C'est très frappant sous le pinceau de Rosa Bonheur. Alors bien entendu, chez Berthe Morisot, on ne trouvera pas la même chose, puisqu'elle ne peint pas spécialement des animaux, mais on trouvera chez elle, bien sûr, une atmosphère
impressionniste, un rapport particulier à la nature, notamment dans ces scènes de jardin. Il y a de nombreuses scènes de jardin chez elle, et donc c'est une peinture typiquement impressionniste, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'une peinture impressionniste chez Berthe Morisot? En quoi est-elle singulière? En quoi est-elle originale dans la mouvance impressionniste? Eh bien, c'est une femme. C'est l'une des rares femmes impressionnistes. Qu'est-ce qu'il y a de féminin dans la peinture de Berthe Morisot? Ce sont les sujets qui sont traités. Il y a des sujets qu'elle traite et des sujets qu'elle ne traite pas. Elle ne traite pas, par exemple, des sujets, des scènes de nu, des scènes érotiques. C'est un thème qu'elle n'aborde jamais. Euh, elle, euh, Elle représente, elle compose des scènes familiales, comme par exemple ici la plage de Nice. Elle, euh, Elle représente les portraits successifs de sa fille Julie Manet depuis sa prime enfance jusqu'à la mort de Berthe Morisot en 1895. Et de ce point de vue, Julie Manet est une digne fille de la mère, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est en grande partie grâce à elle que l'œuvre de Berthe Morisot a été non pas conservée, mais qu'elle est restée un petit peu présente dans le souvenir des contemporains. Et puis, il y a quand même un thème qu'elle représente beaucoup dans sa peinture, c'est le thème de la femme, justement. Ce n'est pas une peinture de femme au sens où ce serait une peinture inférieure à la peinture standard, mais c'est une peinture de femme au sens où Berthe Morisot représente effectivement des femmes autonomes, des femmes qui ici sont à leur toilette, des femmes qui voilà, ont une personnalité, ont une indépendance, ont une position tout à fait précise. Ce regard-là, c'est un regard qui est original dans la peinture impressionniste et c'est son originalité tout à fait nette. Alors, on pourra dire, conclusion, que ressort-il de ce parallèle entre Berthe Morisot et Rosa Bonheur? Y a-t-il une rupture chez ces artistes? Une rupture chez Berthe Morisot, oui, probablement, dans la mesure où elle a un style original dans le mouvement impressionniste. Euh, elle est, Si on admet que l'impressionnisme est une révolution, alors elle est une révolutionnaire dans cette mouvance, clairement. Tandis que, évidemment, Rosa Bonheur apparaît comme un petit peu plus conventionnelle. C'est une théoricienne du genre animalier. Elle est donc aujourd'hui tout à fait en résonance avec l'atmosphère de notre époque, hein, où l'on craint la baisse de la biodiversité, où l'on s'interroge sur le changement climatique. La peinture de Rosa Bonheur est certainement en écho avec ces inquiétudes que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui explique peut-être sa renaissance, mais la rupture, c'est plutôt euh, chez Berthe Morisot qu'on la trouve, plutôt que chez Rosa Bonheur. Ce qui fait que du parallèle entre les deux artistes résulte quand même une comparaison. Euh, la bourgeoise Berthe Morisot réalise une peinture révolutionnaire, la révolutionnaire Rosa Bonheur réalise une peinture un petit peu bourgeoise.